bien, le sujet du jour, c'est la canicule dans notre territoire. Moi, j'en dirais juste 2 mots, parce que je suis pneumologue, allergologue, et pas spécialiste de la canicule, mais néanmoins, lorsque j'étais chef de clinique, j'étais réveillé une nuit de juillet 1983, et on a eu un afflux de personnes âgées qui ont décédé aux urgences de l'hôpital Sainte-Marguerite. Donc je me suis intéressé, puis j'étais en contact avec le professeur Jean-Louis Sammarco qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Moi, juste un point sur ce sujet, parce que j'entends beaucoup dans les médias, je lis les journaux, et il y a une mesure sur laquelle, à mon avis, on n'insiste pas assez, c'est la brumisation. La brumisation, parce que les personnes âgées ne transpirent pas. Et la façon physiologique de se refroidir, c'est de transpirer. Et la brumisation, c'est vraiment une transpiration provoquée, puisque les gouttelettes, les petites gouttelettes d'eau qu'on va avoir sur le corps vont ensuite s'évaporer. En s'évaporant, elles refroidissent le corps. Et c'est important chez la personne âgée de ne pas trop insister justement sur le fait de boire et de reboire, parce qu'ils ont un système cardiovasculaire qui est souvent limite, et ça peut générer des insuffisances cardiaques. Donc il faut les hydrater, bien sûr, mais surtout brumiser. Bon, maintenant, je vais venir quand même à mon sujet d'élection, qui est la pollution atmosphérique. Alors chacun sait que les deux sont très liés, parce que l'ozone est un gaz qui se forme en présence de température. Et d'ailleurs, pendant la nuit, il y a une quantité d'ozone très faible. Donc c'est pendant la journée que le problème se pose. L'ozone est un gaz un peu particulier parce qu'il n'est pas soluble, donc il ne va pas s'arrêter dans les voies aériennes supérieures. Il a tendance à bien rentrer dans le poumon, dans les bronches et dans le poumon. Ces effets à court terme sont les effets de tous les polluants gazeux et particulaires. Ce sont des effets irritatifs, alors un peu sur la gorge et puis sur les bronches avec de la toux. Un phénomène assez particulier, c'est l'impression d'oppression thoracique, justement, de pas arriver à respirer à fond. Et puis, alors, les personnes vulnérables, on en parlera, notamment les asthmatiques. Et c'est à cette occasion que les asthmatiques peuvent faire, alors nous on appelle ça des exacerbations, le grand public appelle ça des crises, qui les conduisent aux urgences ou à être hospitalisés. Et il y a quelques années, on avait d'ailleurs fait une étude sur la zone de l'étang de Berre et l'hôpital Nord, chez les enfants et chez les adultes, auprès des urgences. Et on avait montré une augmentation de 20% du risque d'être hospitalisé en période de forte pollution par l'ozone. Voilà, donc ça, ce sont les effets aigus, alors respiratoires, cardiovasculaires aussi, parce que c'est même souvent plus cardiovasculaire que respiratoire, avec des troubles du rythme cardiaque, une poussée d'insuffisance cardiaque. Et puis des effets à long terme, alors ce que je connais en matière respiratoire, c'est la possibilité de développer un asthme. En plus du fait d'avoir des crises plus fréquentes, l'ozone, comme les autres gaz, et surtout les particules fines, il faut bien dire, l'exposition à l'ozone est liée au risque de voir apparaître un asthme, notamment chez les enfants. Et par ailleurs, certaines études suggèrent, mais toutes ne sont pas concordantes, qui pourraient aussi être impliquées dans la survenue du cancer du poumon avec les particules fines et avec le tabagisme, évidemment. Donc, merci Victor Hugo pour l'invitation. Je suis Virginie Sanchot, responsable communication de l'association Envirobat BDM comme bâtiment durable méditerranéen, une association implantée à Marseille, mais qui a un rayonnement régional en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous, on s'intéresse vraiment aux questions de la résilience de la ville et de la morphologie urbaine. Est-ce que les villes, notamment Marseille par exemple, sont adaptées au changement climatique ? Lorsqu'on sait qu'il y a des scénarios qui sont connus et édités notamment par le GREC PACA, qui est l'équivalent régional du groupe international d'experts. Donc on sait que d'ici 30 ans, a priori, on devrait avoir des températures et des hausses des températures l'été de plus en plus fortes, avec une multiplication des épisodes de canicule. Ce qu'on remarque, nous, c'est qu'il y a parfois des contresens climatiques dans les villes, comme à Marseille, par exemple. Alors, je vais en donner quelques-uns. C'est pas pour stigmatiser des rues en particulier. On peut toujours... il y en a certainement d'autres. Et puis, il y a aussi des points positifs sur la ville. Par exemple, rue Sainte, on m'a informé que donc rue Sainte, il y a énormément de climatisations qui sont branchées qui sont disposées sur les bâtiments. Or, ça veut dire qu'on rafraîchit certes l'intérieur des bâtiments, mais en fait, on réchauffe
forcément l'air extérieur et la rue, ce qui crée un effet d'îlot de chaleur et ce qui crée une difficulté à se déplacer et à vivre dans notre ville marseillaise de jour. Or, on en parle, on parle de la pollution également. On a tout intérêt quand même à développer les modes de déplacement doux et à aider le piéton à se sentir bien dans sa ville. Donc si on veut limiter les voitures, il faut à un moment penser comment est-ce qu'on va faciliter la vie du piéton et de celui qui utilise les transports en commun. Voilà, donc contre ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Une des solutions, c'est bien sûr la végétalisation. Peut-être proposer plus d'ombre par l'architecture d'une part, et aussi par l'implantation d'arbres. Je prends un exemple qui me vient. Dans une ville comme Turin, par exemple, l'architecture propose beaucoup de contre-allées où on peut s'abriter, et c'est très utile. On devrait pouvoir penser à ce type d'architecture ici à Marseille et un petit peu plus le développer. En termes d'arbres, je souhaite parler d'une étude qui a été faite par une intervenante de notre colloque annuel sur le confort d'été qui s'appelle Élodie Brige, du grec PACA. Elle a fait cette étude avec le laboratoire Population, Environnement, Développement qui est rattaché à l'AMU, donc à l'Université Aix-Marseille et à l'Institut de Recherche et Développement de Marseille, en prenant des températures de manière itinérante, ça s'appelle. Donc ça veut dire des prises de température dans une même rue, mais à plusieurs endroits, peut-être parfois d'un côté ombragé, sur un trottoir, puis sous un arbre, puis voilà, un petit peu différentes prises de température à différents endroits. Et on voit que selon l'ombre dont on dispose, on peut avoir des différences de température de 3 à 5 degrés. Parfois, c'est même plus. Donc c'est très intéressant de voir ça. Là, c'est une question de température, mais il y a aussi le confort ressenti. Parce qu'on sait que quand la fraîcheur végétale apporte un confort ressenti supplémentaire, qui n'est pas un confort purement en termes de calcul de température. Voilà, donc des efforts peuvent être faits. Notamment lors de cette étude, on a remarqué que la place qui est derrière la mairie du Vieux-Port, vous savez, cette place avec des oliviers plantés, a un effet albédo, ça veut dire un effet de pouvoir réfléchissant du soleil sur le sol très fort. Et les touristes ont noté dans cette étude-là cette place comme étant la plus désagréable pour circuler. Voilà. Donc on peut améliorer notamment la vie de nos piétons, des habitants de Marseille, mais aussi celle des touristes, sachant qu'il y a un enjeu là-dessus. Il y a sûrement des choses à faire. Un autre exemple, c'est la Porte d'Aix. Nous, avec notre association, on a calculé qu'il faisait jusqu'à 45 degrés à côté de l'Arc de Triomphe, en plein été. Pour autant, il y a des améliorations. Il faut parler des améliorations de la ville aussi, puisqu'il y a un parc qui vient de s'ouvrir début juin autour de cette Porte d'Aix et qui devrait apporter un surplus de confort et de possibilités de s'abriter pour les riverains. L'idée, c'est plus politique. Politique dans le sens noble du terme. Mais avant de commencer à critiquer, parce que c'est là qu'il va voir la définition de voir la ville de demain, où on va vivre presque 80% des gens qui vont vivre petit à petit de plus en plus dans les villes et les grandes mégapoles. Moi, je dirais, première chose, un grand bravo à la préfecture, un grand bravo à tous les gens qui ont fait trop de communication. C'est peut-être pour ça qu'on a peu de journalistes aujourd'hui, mais qu'on fait pas beaucoup de communication parce que la culture de risque, il n'est pas là. L'adaptation, il n'est pas là. Les gens ils croient que c'est rien et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de morts dans d'autres canicules. Là, certaines personnes ont critiqué que c'est trop. Non, c'est jamais trop parce que ça a sauvé beaucoup de vies. Donc, bravo pour toutes les mesures qu'on a mises en place pour régler un problème d'urgence. Les problèmes d'urgence avaient été traités. Mais le problème de fond, il reste. Le problème de fond, c'est la première chose, la culture de risque. Vous le savez mieux que rien, mieux que personne, qu'aujourd'hui, la culture de risque elle est très importante. Il y a des pays, par exemple, il y a un tremblement de terre au Japon, il y a 2-3 morts, il y a un tremblement de terre à Haïti, il y a des milliers de morts. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la culture de risque. On doit faire ça pour les inondations, on fait déjà ça pour les incendies, on doit faire ça désormais pour tout ce qui est grande chaleur. Pourquoi ? Et tout ce qui est canicule. Pourquoi ? Parce que ça va répéter de plus en plus. Et on sait qu'aujourd'hui, on va être en alerte aussi incendie dans toute notre région. Parce que la chaleur signifie aussi incendie naturel et incendie aussi des pyromanes qui commencent à envoyer quelque chose. Et on sait ce qui passe après. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à part de cette culture de risque, la culture de risque, on commence par l'éducation. Ce qu'on fait nous depuis des années, on fait d'éducation, plus de 300 000 enfants sensibilisés. C'est l'éducation des enfants, l'éducation de tout le monde. Et l'éducation, c'est pour ça que la seule façon de couvrir cette éducation qui n'est pas, c'était justement
avec une surmédiatisation qu'on a eue maintenant. 2 mots sur l'ozone, du point de vue technique. Il y a Atmosud qui va vous envoyer un communiqué de presse, justement, pour dire que déjà, Météo nous annonce jusqu'au 10 juillet, ici dans cette région, normalement, ça va continuer les pics d'ozone. Pourquoi? Parce que la canicule et les grandes chaleurs vont rester plus longtemps ici. Peut-être ne sont pas plus sévères qu'à Carpentras, qu'on a eu 42, 43, mais on est quand même dans une région qui peut avoir des conséquences pas mal. Donc l'ozone, vous le savez très bien, c'est le soleil, 300 jours de soleil, plus toute la pollution de fond, et ça fait un mélange, qui est un mélange très toxique, et ça fait beaucoup d'urgence. Juste un chiffre, ça fait 104 milliards d'euros par an, ce qui coûte la pollution de l'air en France. 104 milliards d'euros. Ça coûte, ça veut dire que si on considère l'hospitalisation, les morts, si on considère les bouchons, si on considère... Il y a un rapport du Sénat qui l'explique très bien. Il y a une action politique, on pourrait réduire ces montants par 10. Ça veut dire que si on agit politiquement, ça veut dire que si on prend les bonnes décisions politiques pour réduire tout ça. Par exemple, aujourd'hui, les mesures qu'on a données sont de bonnes mesures. Par exemple, le préfet donne des mesures, mais qui sont symboliques, mais ne sont pas suivies d'effets. Parce que les plans ne sont pas excellents jusqu'à maintenant. Je ne parle pas des pompiers, parce que là, vous travaillez presque dans l'excellence avec les moyens que vous avez, mais dès qu'on dépasse quelque chose, c'est un peu important. Après, la répartition d'eau. On a des problèmes de sécheresse, on a un problème de répartition d'eau. Marseille, il va chercher l'eau à 200 km d'ici. Il y a des départements au milieu qui sont en sécheresse, et de plus en plus, il va y avoir des sécheresses. Donc, il faut considérer aussi le problème de l'eau, le problème de la répartition de l'eau, le problème des agriculteurs. Tout ça, il faut le considérer. La consommation électrique, évidemment, va partir en flèche. Et hier, il y a eu la CRIRAD, qui sont les gens qui s'occupent un peu du nucléaire. Ils savent très bien que si ça continue à chauffer, on va avoir un pic de pollution et on va avoir aussi des problèmes aussi liés à toute l'alimentation d'eau des centrales nucléaires. Je ne dis pas que c'est un danger aujourd'hui, il n'y a pas de danger, mais il peut y avoir, comme dans d'autres canicules, des problèmes de refroidissement, de trouver la façon et d'augmentation des températures dans les rivières. Donc, ça signifie des problèmes de biodiversité. Il y a, s'il vous plaît, parce qu'on entend derrière là. Après, il y a l'augmentation des risques d'incendie, bien sûr qu'on l'a dit. On a la prolifération des algues, on a la disparition d'espèces, et on a la migration, si vous voulez, de beaucoup. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on va avoir un climat d'Alger dans quelques années. On sait très bien qu'il y a des espèces qui viennent de là-bas vers le sud. Il y a l'huile d'olive qui va se trouver à Lyon. On sait déjà qu'il est en train de passer quelque chose. Évidemment, comme on ne peut pas régler le problème des changements climatiques, qui en partie c'est l'homme, en partie c'est la nature, on va dire, comme on ne peut pas les régler, il faut faire le nécessaire pour prévoir. Et pour ça, il y a des politiques urbanistiques. Aujourd'hui, il y a des villes comme Grenoble qui sont en train de faire des choses au niveau des fraîcheurs, au niveau de l'humidité, au niveau des températures ressenties. La température ressentie, on sait très bien que des fois, ça peut être 10 degrés de plus. Entre la ville et la campagne, vous avez jusqu'à 10 degrés de différence. Donc, on voit très bien qu'on a un problème, justement, et c'est là qui implique au prochain maire de Marseille, au prochain, pour les politiques, de créer des villes vivables et pas mettre des quantités de gens. Quand le métro lui-même, il n'y a pas la ventilation qu'il faut ici à Marseille. Donc vous voyez très bien, et ces ventilations sont importantes aussi pour la pollution. Donc on voit très bien, si vous voulez, qu'il y a des choses à respecter. Les transports, on a vu qu'on est faible quand même. Le TGV, il roule plus vite, moins vite qu'avant, parce que vous savez très bien que les rails, ils se déforment, ils peuvent se déformer. Donc, il y a 2 personnes qui se mettent au bout des TGV pour regarder s'il y a eu des problèmes ou pas. Donc, on est fragile devant les chaleurs. Donc, on doit prendre ça d'une façon très, très sérieuse. Et je finirai pour dire juste que nous, en tant qu'Ecoforum, on a toute la partie santé aussi. J'ai mis hier, pour m'amuser, cette petite reportage qui m'avait fait Provence TV. Je l'ai mis hier, on a eu 1000 clics tout de suite dans la soirée, dans la journée. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose. J'ai mis des conseils pour les citoyens en cas de canicule. Non, en cas de plutôt d'ozone. C'est intéressant, c'est Élodie Brich, elle arrive à avoir des alertes canicules un jour et demi avant Météo France. Parce que Météo France, c'est des stations qui sont générales, qui sont loin aussi des centres-villes, parfois elles ne sont pas en centre-ville.
Donc du coup, les villes peuvent créer leur propre petite station locale pour avoir des alertes au plus près. Mieux contrôler les vents, mieux contrôler. Et ce qu'ils sont en train d'essayer de faire maintenant, Météo France a annoncé des météos plus ponctuels pour rapport à... Ils ont annoncé des... Ça, il y a une cartographie trop large, oui, maintenant ils veulent la réduire parce qu'il quand on a eu un grand problème de 2003, oui. Ce qui s'est passé, si tu veux, c'est qu'on a su que dans la région, il y aurait un gros problème, oui. 2009, la grande tempête. Il ne faut pas oublier que depuis 50 ans, l'homme est en train de faire une massacre à la tronçonneuse au niveau des chaleurs. Et aujourd'hui, commencent les politiques et tout le monde à reconnaître que l'homme, il est pour quelque chose. Derrière, on sait que c'est le gaz à effet de serre. Donc, j'ai mis comment ça est en train de monter tout ça. Donc, ceux qui ont conçu la ville avant, ils n'avaient pas le même raisonnement qu'aujourd'hui. Et comme tout le monde doit s'adapter, oui, il va s'adapter aussi l'urbanisme. Bon. Je suis le docteur Daniel Méran, je suis directeur du SMUR du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Donc, je travaille actuellement sur la ville de Marseille, donc au bataillon. Et notre action, par contre, nous, elle est beaucoup plus, elle, dans l'urgence, en fait, finalement. C'est-à-dire que ce que l'on réalise souvent, c'est de la préparation, et on se prépare à faire face à des épisodes catastrophiques, entre guillemets, ou, comme c'est le cas actuellement, à prendre en charge éventuellement de nombreuses personnes qui pourraient être donc incommodées suite à ces phénomènes de forte chaleur. Si l'on prend notre activité globale, on note quand même que depuis des années, l'activité sanitaire, notamment qui est faite par le bataillon des marins-pompiers, mais aussi par tous les sapeurs-pompiers en France, augmente progressivement, chaque année de 5%. Et on se demande à un moment donné quand est-ce que ça va arrêter. En tout cas, il faudrait bien falloir faire quelque chose. Et là, on vit un épisode qui est un épisode caniculaire. Il y a une énorme, effectivement, vous l'avez dit, publicité qui est faite, en fait, publicité intéressante, notamment, et j'y reviendrai, qui est faite autour de cet élément. Mais nous avons eu cet hiver les plans froids, ensuite il y a eu les plans grippe, etc. Donc on va de plan en plan. Alors, est-ce que actuellement, là, à l'heure d'aujourd'hui, on a une augmentation de notre activité ? Non, on n'a pas d'augmentation qui semble liée directement à cet effet par rapport à une activité que l'on avait l'an dernier. Mais en fait, tous ces plans, tous ces épisodes, en fait, sont à l'origine d'une augmentation progressive de toute notre activité. Et ça, de mois à mois, comparé aux années précédentes, eh bien, on a une augmentation chaque fois de notre activité qui est liée à de très nombreux facteurs qui nécessiteraient bien sûr de les prendre en compte et de remonter bien en amont pour mettre en place des dispositifs qui limitent. Et d'ailleurs, il n'y aura que par ce biais-là qu'on arrivera à stabiliser dans un premier temps, voire à diminuer notre activité. Pour discuter uniquement sur les phénomènes caniculaires, puisqu'on en parle actuellement, nous on est confrontés à plusieurs types de prise en charge et de pathologies lors de ces fortes chaleurs. On a des effets qui sont directement liés à l'élévation de la température. C'est ce qu'on appelle le coup de chaleur, on en parle suffisamment. Globalement, il y a deux types de coups de chaleur. Il y a ce qu'on appelle le coup de chaleur simple, qui survient plus particulièrement chez la personne âgée, chez l'enfant, et qui est de la conséquence d'une élévation progressive de température. Actuellement, je vous dis qu'on n'a pas trop d'activité liée à la canicule, mais on est quand même inquiet parce qu'au bout de quelques jours, vraisemblablement, cette activité va s'élever, parce que ça nécessite quand même des périodes de forte chaleur, mais notamment sur plusieurs jours et surtout sur plusieurs nuits quand la température ne descend pas la nuit, c'est-à-dire que votre organisme n'a pas un moment, j'allais dire, dans la journée pour se réadapter. Et ça touche effectivement beaucoup les personnes âgées, les enfants. Cette élévation progressive de température au fil du temps va entraîner une défaillance de l'organisme qui ne peut plus lutter contre cette élévation de température et qui aura ensuite, pour lutter contre des phénomènes d'urgence, aura des effets inverses, c'est-à-dire des effets qui vont faire élever sa température brutalement. Et là, on est dans le cas du coup de chaleur qui nécessite une prise en charge médicale urgente parce que c'est vraiment une urgence vitale. À côté de ça, on a un deuxième type de coup de chaleur qui est le coup de chaleur d'exercice. Lui, il touchera, j'allais dire plutôt l'adulte jeune, qui, au cours de fortes chaleurs, au moment où les températures sont les plus élevées dans la journée, va faire une activité physique alors même que l'humidité, par exemple, dans l'air est très élevée. Et donc ça, c'est une élévation de température brutale. Et là, on va se trouver en coup de chaleur en quelques minutes, voire en quelques heures, par le fait de cette activité très importante, cette élévation de la température, avec ensuite une désorganisation complète des systèmes de régulation de la température de votre organisme. Ça, c'est le deuxième type de coup de chaleur que l'on rencontre. Troisième effet lié justement à ces phénomènes caniculaires,
particulièrement à Marseille, et on l'a vu l'an dernier suite à l'étude INVS sur les noyades, c'est le pic de noyades que l'on a enregistré l'an dernier, notamment en début d'été, suite justement à une élévation de la température. Il fait très beau, il fait très chaud, et les gens vont à la mer et se noient. Et on a eu une augmentation de plus de 30% en France des noyades sur la France. À Marseille, où nous participions à cette étude, donc c'était en plus moi qui enregistrais tous les jours les noyés, et je me suis aperçu début juillet qu'il y avait, contrairement à l'habitude, j'avais beaucoup plus d'enregistrements que d'habitude. Et donc j'avais appelé l'INVS à cette époque-là. Eux constataient la même chose et donc avaient mis en place là aussi une campagne publicitaire pour déjà prévenir la population que déjà on commençait à enregistrer cette élévation de température. Oui, oui, alors il y a plusieurs causes finalement aux noyades, et quelle que soit la cause, c'est surtout effectivement l'augmentation du nombre de personnes dans l'eau. Les enfants, c'est plutôt dans les piscines, et là, par contre, à Marseille, l'an dernier, on avait eu une recrudescence des enfants à la mer. Donc c'était un petit peu particulier, et des enfants jeunes, particulièrement sans surveillance. Mais je crois que c'est un petit problème plutôt local. Mais ça, c'est la troisième type de pathologie que l'on rencontre par ces phénomènes caniculaires. Et à côté de ça, ensuite, on a d'autres types de pathologies qui sont les pathologies décompensées, en fait, par les phénomènes de chaleur, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà des maladies chroniques, comme on l'a vu tout à l'heure, ce sont des maladies respiratoires, ce sont des maladies cardiovasculaires, qui vont décompenser leur maladie à la suite de ces fortes chaleurs. Et tout ça nécessite effectivement des interventions, notamment de nos services, et un accroissement aussi de l'activité, comme on l'observe déjà, de l'activité des hôpitaux. On a déjà en temps normal une activité qui est très soutenue, avec des hôpitaux qui sont à la limite de la tension. Et on a toujours la crainte, effectivement, en tout cas pour nous, que si l'on amène encore plus de personnes dans les hôpitaux, on embouteille en fait les hôpitaux. Et nous, on a des moyens qui sont immobilisés par le fait que l'on n'arrive pas à déposer nos victimes à l'hôpital parce qu'il a du mal à les recevoir. Et ça, c'est effectivement notre crainte. Les plans canicules sont mis en place, on a des rendez-vous quotidien dans les préfectures pour suivre l'évolution en fait, de la prise en charge des malades et des blessés donc en phase aiguë, pour mettre en place éventuellement des moyens et des dispositifs supplémentaires. Mais là aussi, on le fait au détriment d'un repositionnement de nos moyens, des moyens incendies sur des moyens peut-être sanitaires, mais aussi dans ces périodes caniculaires, et vous l'avez dit, nous devons faire face aux risques importants de feux de forêt, même si effectivement il y a un long travail qui a été effectué en France depuis des années sur les feux de forêt qui portent effectivement ses fruits. Il n'en reste pas moins qu'on a beaucoup de moyens qui sont à disposition, on a des moyens de surveillance qui existent actuellement dans les calanques et dans les zones boisées autour de Marseille que nous mettons en place, et bien sûr ces moyens mobilisés ne nous permettent pas de les mettre bien sûr à disposition des moyens sanitaires. Donc on est quand même là aussi à la limite de la tension. Pour l'instant j'allais dire ça va, mais on est quand même assez craintif sur ce qui risque de se passer dans l'avenir. Il est important de rappeler, on l'a bien rappelé, tous les moyens de prévention, de lutte immédiate, pour faire face à cette canicule. Il faut les rappeler. Le professeur Charpin tout à l'heure rappelait la brunisation qui permet, lorsqu'on a de l'eau sur le corps, de l'évaporer. Quand on évapore de l'eau, eh bien, on diminue la température. C'est le cas de la sueur. C'est vrai que les personnes âgées, et notamment à partir du moment où on rentre en phase de coup de chaleur, on ne sue plus. Donc on perd nos moyens de lutte contre la température, et là la température va s'élever brutalement, ce qui entraîne une défaillance vitale. Eh bien on essaye donc de faire face à tout cela. Le plan et les plans gouvernementaux qui existent sont souvent des plans d'urgence, qui sont là pour traiter la phase aiguë. Et c'est vrai, je vous l'ai dit, que nous on constate une élévation depuis plusieurs mois, et voire des années maintenant de notre activité, et qu'il y a bien un moment où il faudra la stabiliser et que ça s'arrête. Et ça nécessite bien sûr des plans plus à long terme pour essayer de limiter cette activité-là et les conséquences que l'on rencontre aujourd'hui. Francis Charlet, donc je suis ancien responsable de la veille sanitaire sur la région PACA et maintenant je suis à la tête d'une association sur la Ciotat de lutte et d'information sur la problématique des moustiques et des maladies vectorielles. Et c'est plutôt sur cette deuxième partie-là que je vais axer mon intervention, en essayant de voir un peu justement quelle est la contribution du réchauffement climatique par rapport à ces maladies vectorielles. Alors, je vais essentiellement évoquer Albopictus et les pathologies qu'il transmet chez nous, c'est-à-dire chikungunya, dengue et Zika. Donc pour dire d'abord que ce sont des maladies d'apparition récente chez nous, puisque Albopictus, le moustique, a été introduit en 2004 dans les Alpes-Maritimes pour la première fois en métropole. On l'a repéré à cette époque-là.
En 2010, il est arrivé dans les Bouches-du-Rhône, et maintenant, il touche plus de 50 départements français. Et donc, on sait que son développement est inéluctable et que probablement, dans une dizaine d'années, il aura quasiment couvert toute la France, à une seule exception près, ce sont les montagnes, au-delà de 1100, 1200 mètres maximum, donc au-delà desquels il n'arrive pas à s'installer. Et d'ailleurs, c'est un des points sur lesquels on reviendra en matière de réchauffement climatique et de son impact. Donc, les pathologies sont des pathologies nouvelles, et elles sont nouvelles en particulier liées à nos changements de comportement. Dans le temps, même si éventuellement le vecteur a pu apparaître en France, qui est a priori peu probable, mais peu importe, les voyages étaient tellement lents que les gens n'avaient pas le temps de développer la pathologie chez nous. Ils arrivaient, la virémie était terminée, et donc le virus n'était plus présent, et donc il n'y avait plus de risque de transmission. Aujourd'hui, avec la rapidité des transports, les personnes se contaminent un premier jour aux Antilles, à La Réunion ou ailleurs, le lendemain, elles sont en métropole, et la virémie durant une semaine ou deux, elles ont largement le temps de contaminer les moustiques et donc de transmettre ensuite à d'autres. Donc ça, c'est un premier point, c'est non pas le réchauffement climatique, mais nos changements de comportement en matière de voyage, l'intensification des voyages, aussi bien voyage individuel que voyage de matériel, de matériaux, et en particulier, pour ce qui concerne les moustiques, c'est les pneus usagés. Donc, l'importance des voyages, ça c'est un premier point. Alors, quel va être l'impact de l'augmentation de la température chez nous ? Il va être sensible à deux niveaux. D'abord, en termes de couverture géographique. On a évoqué la question des montagnes. Donc, plus la température va monter, plus l'altitude dans laquelle va pouvoir s'installer le moustique va s'élever. Donc, il va pouvoir couvrir de plus en plus de zones. Et puis, surtout, sa période d'activité, à partir du moment où la température va monter, va s'étendre. Au lieu d'être, par exemple, de mai à octobre, eh bien, ça va être d'avril au mois de novembre, voire un peu plus. C'est-à-dire que les périodes favorables à la reproduction et à l'activité des moustiques seront plus importantes. Donc c'est un peu ces deux aspects qu'il faut prendre en compte dans les moustiques. Alors je vais évoquer rapidement un deuxième vecteur qui est le culex, qui est chez nous très présent, mais qui l'année dernière a posé un problème particulier puisqu'on a eu des épidémies de West Nile. Alors, le West Nile pose un problème particulier puisqu'en fait, il est lié à la transmission par les moustiques d'un vecteur donc, qui est essentiellement dans des zones épidémiques en zone tropicale, mais qui est lié surtout aux migrations des oiseaux. Et donc, l'année dernière, on a eu près de 25 cas en France, alors qu'avant, on en avait eu très peu. Et les récentes épidémies datent des années 60-70. Donc, c'était un choc un peu important. Donc là, on peut se poser la question... Mais là, je n'ai pas de réponse, je dirais, de l'impact du réchauffement climatique sur les migrations des oiseaux. Est-ce que ça facilite leur implantation, leur migration ? Bon, je dirais que la question est posée. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de réponse, mais on peut s'interroger. Je suis la présidente de l'association Mère Enfant PACA. Donc, on est créateur des ateliers santé dans les quartiers depuis 13 ans maintenant. Donc, nous, en fait, déjà, je suis très émue d'être à côté de toutes ces personnages, donc voilà. Donc, je ne sais pas comment le définir, mais en tout cas, voilà, les pros de la santé de Marseille, voilà, et des environs. Donc, nous, on est donc en contact directement avec les citoyens, puisque nous avons mené plusieurs actions, notamment déjà dans les appartements, bien entendu, on s'est aperçu que la température est anormalement élevée, mais ça, tout le monde le sait. Mais ce qui nous a quand même un petit peu choqué, c'est que même le sol, à 21h, il est chaud. Donc les personnes qui marchent pieds nus et qui disent ça, c'est vrai que c'est choquant quand même. Hein. Après, si c'est 14h, c'est différent, mais à 21h, donc voilà, donc on prend bien sûr toutes les consignes de sécurité donc, que bien sûr les professionnels font passer. On les relaie dans les réseaux sociaux. Donc, j'ai aussi mes bénévoles donc, qui, eux, comme notamment Lydia et Kevin, qui, par exemple, Kevin, lui, c'est par rapport au Snap, tout ça, qui les fait passer par rapport aux jeunes. Et nous, plus par les Facebook et les trucs, on essaye de faire passer au mieux toutes ces affiches, tout ce que donc, vous et les mairies... donc, non, on relaie les informations officielles. Ah oui, non, parce qu'on ne peut pas bien sûr, on met des... Voilà. Non, parce qu'on ne peut pas...
Non, c'est-à-dire en matière de santé, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, on reste quand même si parfois donc, on fait des choses, mais là, on reste vraiment vigilant, sachant que le professeur Charpin et Victor font aussi partie de notre conseil scientifique, puisqu'on a un conseil scientifique. Donc, ainsi que M. Pietri, donc je le dis, Fernand Pietri, notre ami, et aussi à peu près 16 médecins. Donc, nous, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on est allé voir donc, un supermarché, mais je ne dirai pas la marque. Donc, on lui a demandé, donc on a été en voir plusieurs. Il faut savoir que dans les quartiers, il y a des personnes qui ne peuvent pas acheter des bouteilles d'eau. Et sachant que la bouteille d'eau, c'est ma meilleure amie en ce moment, tout simplement. Donc, il nous a donné beaucoup de packs d'eau qu'on a redistribués aux familles. On est encore en train de les distribuer, avec notamment l'association Noble Art Boxing 15, donc, qui, eux, sont des boxeurs et qui nous aident à porter ces packs d'eau et de les ramener aux familles. C'est tout simple, je veux dire, avoir des bouteilles d'eau chez soi, les remplir et les mettre au frigo, ça a l'air rien pour certaines personnes, mais il faut savoir que pour des personnes âgées, aller acheter des packs d'eau, c'est infaisable, quoi. Donc voilà, donc on a fait cette très très grosse action, on en est fiers parce que, et on incite d'ailleurs, nous on l'a fait sur le Castella, c'est Farid l'a fait sur Félix Platt, on incite vraiment toutes les personnes dans les quartiers, soit d'acheter des bouteilles d'eau, soit d'aller voir, essayer d'avoir des partenariats et les distribuer dans les quartiers. Voilà. Donc, on a noté, bien sûr, comme tout le monde, que à la RTM, qui fait un excellent boulot, bien sûr, la question n'est pas là, des bus n'avaient pas la climatisation, notamment du côté des quartiers. Donc, j'ai discuté avec des chauffeurs, donc, qui malheureusement, non, les piscines sont gratuites, hein, donc je suis très contente de cette information, voilà, depuis hier, les piscines et les musées, donc... c'est très très bien, donc on fait aussi passer cette information-là. Donc, il n'y a pas de clim, pourquoi ? Parce que tout simplement, que pas tous les bus... Je pense que c'est une question aussi, après il faut voir avec la RTM pourquoi. En tout cas, ils sont en train de faire un travail. Il y a des personnes qui ont fait des malaises dans les bus. Donc, beaucoup dans les quartiers nord, malheureusement, hein, parce qu'on a quand même des bus comme le 33. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a interpellé en me disant non, je préfère marcher à pied. Je dis non, on ne peut pas marcher à pied avec une chaleur pareille. Donc, c'est quand même pire, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut savoir qu'on achète un ticket RTM, on peut l'utiliser toute la journée. Pourquoi ? Parce que justement, éviter de marcher. Donc, voilà. Donc, on dit et on répète ce message, comme tu disais tout à l'heure, et tu as raison. Il vaut mieux le répéter, même si tout le monde le connaît, parce qu'il fut une époque où ça a été dramatique, et de répéter, de harceler les gens avec la prévention, ce n'est pas rien. Donc, ne pas hésiter, tout le monde, de répéter les consignes de sécurité. Donc, voilà, donc je suis un petit peu émue, mais voilà. J'ai oublié, il y a des choses que j'ai oublié de dire. Voilà, donc prendre des nouvelles des personnes. Donc, ça, on le fait énormément. Prendre des nouvelles, on incite aussi les gens Voilà, ah oui, c'est ce que je voulais dire que j'ai oublié. Donc, en fait, voilà, donc, il y a des personnes, par exemple, on passe, même si on ne les connaît pas, elles sont en train de discuter, des petites copines, comme ça, au soleil, notamment des personnes âgées, donc, ça, on l'a fait, hein, en disant, voilà, on ne se connaît pas, mais vous voyez, là, vous êtes un petit peu au soleil, mettez-vous un peu à l'ombre et continuons à faire un petit peu la commère, parce que nous, on parle comme ça. Et ça, ce n'est pas rien, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que finalement, ils vont se déplacer, mais en vérité, le soleil, il tape vraiment vite, quoi. Et comme vous expliquiez tout à l'heure, moi, je vous ai écouté en disant, ah oui, quand même, je veux dire, quand on écoute des techniciens, des professionnels, nous, même si nous, on le fait... avec les citoyens de la base, je veux dire, quand on entend ça, on se dit « Ah, c'est bien ce que je fais, c'est pas pour rien ». Donc, n'hésitons pas à parler avec les personnes qu'on ne connaît pas. Dans cette période-là, c'est quand même très, très grave ce qui se passe. Donc, tout le monde est choqué par rapport à ces chaleurs, notamment aujourd'hui jusqu'à dimanche soir. Et franchement, nous, en tout cas, Mère Enfant PACA, on continue, on lâchera jamais ce qu'on fait depuis des années, notamment en période de froid et en période de canicule. Moi, je suis présidente de Santé Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et vice-présidente de Santé Environnement France. Et l'axe de prévention est pour nous majoritaire. J'arrive en direct de Grenoble et de Lyon, où nous sommes en situation canicule de la même manière, et pour lequel nous essayons aussi de mobiliser les citoyens pour les informer des précautions à prendre, précautions qui semblent être simples, mais qui ne sont finalement pas dans la tête de chacun. C'est-à-dire savoir se protéger du soleil quand il est trop violent, et surtout savoir prendre des précautions la nuit. Puisque la nuit, c'est une période absolument indispensable pour un sommeil qui va vous permettre d'être au mieux de votre forme le lendemain.
Et si vous ne dormez pas et si vous n'êtes pas dans des conditions qui vous permettent d'avoir un sommeil réparateur, eh bien c'est quand même ennuyeux. Donc, s'hydrater beaucoup, certes, la brumatisation oui, est absolument nécessaire aussi, et quelles que soient les personnes. Et nous nous mobilisons beaucoup sur la petite enfance, sur la personne, sur la femme enceinte, et sur les gens qui sont des publics sensibles et qui vont devoir prendre plus de précautions encore que les autres parce que leur capital santé peut être encore plus facilement abîmé par ces canicules et par ces mais il faut surtout se préparer à quelque chose qui va être de plus en plus chronique dans cette civilisation, c'est-à-dire qu'il faut prendre les précautions en amont, c'est-à-dire, Madame a parlé des bâtiments, il est indispensable que les villes sachent se mettre dans une situation de prévention par rapport aux îlots de chaleur, par rapport à la végétalisation, par rapport à un environnement verdoyant qui vous permette de récupérer tout en donnant à la capacité de mieux respirer. Tout ça, ce sont des choses. Bon, dans la ville de Grenoble, il y a vraiment une grosse action qui est faite, et je suis de Grenoble. Et si vous voulez, c'est des actions symboliques, semble-t-il, mais non. C'est des actions à long terme pour le bien de tous. Est-ce que c'est quand on n'a plus rien à faire au niveau médiatique comme on a fait maintenant, et tout le monde sait ce qu'il faut faire. Ce n'est pas avoir peur, sinon savoir ce que je dois faire en face des inondations, en face de la canicule, savoir s'adapter. Ça, c'est valable pour les citoyens. Donc l'urgence, il a été bien traité, mais je suis d'accord avec toi que la politique éducative, aujourd'hui en France, doit changer sur ce sens-là. C'est par là qu'on peut faire changer toutes les mentalités. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Dr Ray, évidemment, tu pourras l'interviewer directement, mais Dr Ray, aujourd'hui, on arrive à très mal dormir. Et très mal dormir, c'est des dépressions, on sait tout ce qui va avec. Les personnes qui dorment mal, c'est très compliqué. Il y a des endroits à Marseille, par exemple, que j'ai des amis à moi qui n'ont aucune ventilation naturelle, aucune. Donc ça, c'est inadmissible. Aujourd'hui, on parlait des marchands de sommeil, on a parlé des immeubles insalubres. Peut-être un jour, il faudra qu'aussi la ventilation, on puisse justement, aujourd'hui, s'il faut sauver sa vie, il faut dans les EHPAD mettre la clim, je ne peux pas être contre. Mais aujourd'hui, penser qu'on va mettre plus de clim, c'est plus de consommation, plus de gaz à effet de serre, et on va à quelque chose de pire en pire. Donc c'est une solution qui n'est pas bonne. Quelle est la solution? C'est très simple. La solution, pas d'urgence, c'est la solution préventive, c'est faire une ville bien isolée et une ville dans laquelle on construit aujourd'hui avec ce qu'on appelle la possibilité de faire des maisons très fraîches et très imperméables l'hiver. Ça veut dire qu'on peut réduire la consommation énergétique par 2, voire 375% si on arrive à la concevoir d'une façon logique. Nous sommes dans une vieille habitat. Cette vieille habitat à Marseille, par exemple, normalement, on est bien dedans si on est bien isolé. On est bien dedans si on ferme les... Voilà. Donc, vous voyez très bien qu'il y a une information à faire passer et il y a tous les politiques dans tous les bâtiments publics qui doivent donner l'exemple pour les handicapés, ils doivent donner l'exemple. Et ce qui m'inquiète beaucoup dans cette région-là, hier j'étais avec les gens liés à l'handicap, qu'aujourd'hui, les gens en handicap, ou les gens à partir d'un certain âge comme moi, comme beaucoup de gens, on sait très bien que c'est un facteur aggravant, justement les attaques cardiaques et tout ça, en certaines conditions. Donc, comme dans ces régions, on va avoir une quantité de gens, plus que 50% de la population va avoir plus de 50 ans, vous comprenez bien qu'il y a des gens qui vont être en situation de handicap ou tout simplement, on a besoin de les traiter autrement. Donc, c'est pour cette raison-là que je pense qu'il faut prévoir les choses. Il faut que les politiques se forment aussi parce qu'ils ne savent pas trop des fois. Les urbanistes, des fois, ils sont à côté de la plaque pour rapport à certaines choses. Et peut-être il faut réfléchir qu'au lieu d'éliminer des jardins à Marseille, il faut les remettre, les jardins. Il faut remettre les arbres. On a très bien vu qu'entre la ville et la campagne, il y a 10 degrés. Mais on a très bien vu que dans un jardin et dans la partie qui n'y a pas de jardin, vous pouvez avoir 7 degrés de différence. 7 degrés de différence qui fait qu'on peut sauver une vie, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à Paris.
Donc je dirais que cette réunion, je remercie tout le monde d'être là, parce que ce n'est pas évident, mais ces réunions, on va les faire savoir par nos réseaux sociaux et même par la presse. On va préparer un petit communiqué de presse pour aller plus loin. Parce que malheureusement, des fois, les médias ils sont dans des grands sujets. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de paroles, on peut dire, il y a eu beaucoup de choses, mais toujours dans un monde très fermé. Ce qui manque, c'est le langage, comme tu as dit toi, la solidarité. Par exemple, inondation, des fois, il y a des villes qui ont des grosses inondations, mais tout le monde est sauvé. Pourquoi ? Parce qu'il y a la solidarité. On sait que la mémé habite là-bas, on sait que Madame Dupont est là-bas, on sait que... Et tout le monde, solidairement, il n'y a personne qui meurt. Et des fois, avec l'égoïsme de chacun pour soi dans les grandes villes, c'est quand même assez catastrophique. Et on fait des villes, je dirais plutôt, au prochain maire de Marseille, je dirais, peut-être il faut maintenant réfléchir à faire une ville de qualité vivable et pas continuer à pousser les immeubles. On n'a plus de voies pour circuler. Tout le monde est dans les bouchons. On sait très bien que les voitures dans les bouchons polluent 10 fois plus. Et comme ils polluent 10 fois plus, avec le soleil, ça fait 10 fois plus de pollution. Donc, vous comprenez bien que toute cette politique de transport, il faut la changer aussi parce que c'est nécessaire. Voilà un peu ce que je voulais dire. Je dis merci à tout le monde